Bonjour. Aujourd'hui, nous allons recevoir une nouvelle sophrologue du nom de Susan Lambert. En attendant, je vais essayer de résumer brièvement le contenu des différentes interviews. Donc, pour rappel, en première interview, on avait eu Monsieur Romain Leclerc qui nous a parlé de l'importance de l'affirmation de soi. Ah, bonjour Susan. Bonjour Robin. Ça va? Oui, très bien et toi? Très bien, très bien. On attend Valentin. Normalement, il ne devrait pas tarder. Je vois qu'il y a déjà du monde. Bonjour Muriel. Bonjour Héloïse. Ah ah, Je connais du monde, Lola. je vois ça. Bon, déjà, on peut dire un petit coucou à tous les gens qui sont là. Bonjour à tous. Coucou Valentin. Salut tout le monde. Bon, juste un petit récapitulatif de l'intérêt de ces lives. Le but, il est double. Déjà, on va essayer de brosser les difficultés que la plupart des praticiens rencontrent, histoire que ça donne une idée réelle de ce à quoi ressemble le terrain, à ceux qui arrivent. Et aussi, on va essayer de rentrer un peu plus en profondeur sur en quoi est-ce que la sophrologie aide concrètement par rapport à la cible que toi tu accompagnes le plus, Mhm. Susan. Dans, ah, ça doit être le septième interview. On a souvent plus ou moins une très grande diversité suivant les profils. Donc, voilà. Le principe, c'est qu'on a un fil conducteur et après, en fonction des questions et de ce que tu diras, on rebondira plus ou moins dans. Il y a aussi un peu un côté freestyle, un peu improvisation Ouais. qui rend le truc naturel. Donc, voilà. Je propose on fasse le traditionnel tour de table, se présenter et puis on rentrera dans le vif du sujet. Parfait. Ok, ok. Moi, je propose que je commence. J'aime bien commencer. Donc, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Valentin, j'ai 26 ans. Avant de venir de travailler avec Aubin sur le projet, je travaillais dans le commerce du sport. Et voilà, je désirais en faire un petit peu plus, en apprendre plus et en faire plus. Et Aubin, avec le projet, m'a permis de tenir ça et de progresser tous les jours. Donc voilà le pourquoi du comment je suis ici aujourd'hui avec vous. Good, c'est bien ça. 6 ans? Alors ben moi je suis Susan. Pour ceux qui me connaissent pas, mais je suis sophrologue en fait depuis plus d'un an maintenant. Aubin et Valentin m'accompagnent depuis quelques mois au développement de la sophrologie et voilà, au développement du métier et au niveau de la communication, etc. Voilà, je suis sophrologue. J'en dirai peut-être un peu plus tout à l'heure pour mieux me présenter, mais Beaucoup voilà plus. pour les grandes lignes. Oui. Ouais, c'est bien, c'est assez bref, ça va droit au but. Donc, moi, c'est Aubin, 31 ans, précédemment ingénieur. Bon, ça, c'était il y a bien longtemps. Mais sinon, de plus en plus, voilà, je travaille avec Valentin, avec d'autres collaborateurs. Nous accompagnons des gens qui veulent s'auto-réaliser ou plus précisément, toutes ces personnes-là qui veulent donner l'opportunité à une partie d'elles de s'exprimer. Mhm. Donc, ça peut être de devenir chanteur, ça peut être de faire un commerçant professionnel, ça peut être même d'être sophrologue, ça peut être d'être entrepreneur. Mais l'idée, c'est de faire ça et que quel que soit le parcours que vous preniez, au final, une fois que vous avez épluché la motivation, à la fin, c'est ce que vous faites comme travail de profondeur en arrière-plan qui compte. Et c'est là où il y a les vraies difficultés parce qu'il faut être patient, persévérant et tout. Et donc, on conçoit toute une panoplie d'outils. On va dire ça, une boîte à outils parce on estime que les problématiques sont globales et qu'il faut avoir un angle à 360 degrés. Donc, le pourquoi des interviews, c'est que depuis quelques mois déjà, à peu près 6, 7 mois, on a échangé avec certains sophrologues, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème qui s'est révélé plus ou moins profond au fur et à mesure qu'on creusait, c'est qu'il y en a pas mal qui abandonnent, qui commencent et qui abandonnent après plusieurs années. Et en creusant, on s'est rendu compte que
ça va bien au-delà du simple fait de ne pas être proactif, de ne pas avoir des outils et que ça valait la peine, voilà, d'interviewer ceux qui ont déjà fait le parcours pour qu'ils en, voilà, pour les suivants, quoi. Ok, je pense qu'on a déjà fait le petit tour de table, donc je vais poser la traditionnelle première question. Alors, Susan, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir sophrologue, en fait? Alors, moi, ce qui m'a poussée à devenir sophrologue, il y a eu un élément déclencheur il y a quelques années de ça, mais ça fait déjà plus de 20 ans que je connais la sophrologie, que j'en faisais pour moi-même petite, que j'étais accompagnée et suivie. Et je jouais dans ma chambre déjà à la sophrologue plus jeune. Mais après, en grandissant, voilà, il y a beaucoup de choses. On grandit, il y a la pression, on va dire, familiale au niveau de l'éducation, de qu'est-ce que tu vas faire comme étude, etc. Et la sophrologie m'a un petit peu, voilà, s'est éloignée un petit peu. Je me suis éloignée de la sophro, mais j'ai toujours suivi ce parcours-là. J'ai fait un peu enfin, un peu de psycho. J'étais à la faculté de psycho et j'ai fait socio-psycho à la faculté d'Albi. Et puis je suis partie dans d'autres domaines. Et l'élément déclencheur, ça a été en 2018-2019, où j'avais besoin de me sentir utile. J'avais besoin de faire quelque chose pour moi. Et surtout, voilà, il y a eu des événements de vie. Moi, ça a été vraiment, ça n'a pas été le parcours au niveau de l'éducation ou des études. Ça a été vraiment un parcours très personnel, enfin voilà, parsemé d'embûches et qui a fait que j'ai été amenée à faire de la sophrologie pour moi d'abord. Et au fil du temps, en voyant les effets positifs que ça m'a porté, je me suis vue à la place de mes sophrologues, des divers sophrologues que je voyais. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas moi? Pourquoi pas transmettre moi aussi la méthode, étant donné qu'elle m'a énormément aidée et accompagnée et aujourd'hui, elle fait partie de ma vie, réellement. Voilà. C'est bien ça. Tu as dit que la sophrologie t'avait réellement aidé. Elle t'a aidé en quoi concrètement? Elle m'a aidée à mieux traverser certaines étapes de ma vie qui étaient très douloureuses, très compliquées, à reprendre aussi confiance en moi. Parce que je doute en permanence. Voilà, cette histoire de légitimité qu'on évoque souvent quand on est entre guillemets thérapeute, au moins dans la relation d'aide. Elle m'a permis d'aller faire ressortir tout le positif malgré mes casseroles, malgré mes souffrances. Elle m'a apporté vraiment une, voilà, une joie de vivre, réellement, une joie de vivre et d'exister en tant que personne, en tant qu'être et d'aller me permettre d'exploiter toutes mes ressources. Moi qui avais des tendances voilà, un gros problème de confiance en moi, de légitimité, elles persistent encore de temps en temps, elles reviennent, elles refont surface, mais il y a eu une réelle transformation par rapport à ça dans, dans, les, dans les divers drames que j'ai connus, des problèmes autour de moi, enfin des casseroles qu'on se traîne, m'a permis aussi de me rendre compte qu'il n'y avait pas que ça et que ça ne me définissait pas et que je pouvais être entre guillemets mieux que les problèmes qui m'accompagnaient. Voilà. Ok, nickel. Et la question que je pourrais te poser, c'est dans tes proches et dans ta famille, quel a été leur ressenti et quelles personnes t'ont encouragé dans ton entourage? Alors, mon papa, qui m'a poussée. Dans mes proches, j'ai eu voilà, très peu de personnes qui ont été malveillantes, entre guillemets. Elles se posaient juste des questions légitimes, on en était sûr. Tu veux faire ça maintenant, tu veux pas attendre, c'était sûr que c'est le moment. Et d'autres qui m'ont dit, mais notamment mon papa, il m'a dit, mais fonce, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends pour écrire à cette école? Qu'est-ce que t'attends
pour faire ce qui te semble bon. Tu n'arrêtes pas de m'en parler. Tu t'as acheté 3 tonnes de bouquins. Tu fais que me parler de la sophrologie. Tu en fais pour toi. Donc, tu m'as parlé des écoles. Maintenant, passe à l'acte, quoi. Et donc, j'ai eu des personnes voilà, autour de moi, dans mon entourage, ma famille m'a énormément encouragée. Après, ça a été sur l'aspect financier, où on me demandait comment j'allais faire pour réussir, comment j'allais faire pour vivre. Mais après, sur le plan de cette vocation-là, ça a été, voilà, j'ai été quand même accompagnée autour de moi. Voilà, j'ai pas eu, j'ai pas eu de personnes malveillantes. On m'a pas découragée. Tout le monde ne m'a pas encouragée, mais j'ai pas non plus j'ai pas pour autant été découragée par mon entourage. Voilà, j'ai fait ce qui me semblait bon pour moi. Je me suis écoutée. Très bonne chose. Voilà. Ça, c'est bien ça. C'est bien ça parce que c'est une chose de pas encourager, c'est une autre chose de décourager. Oui, Sauf que la plupart du temps, ceux qui t'encouragent pas, ils ont tendance à te décourager. Dans le exactement. sens où ils essayent en tout cas de remettre en question ce que tu veux faire. La dernière fois, en interview, on avait Aurore qui nous disait justement que tu as plein de personnes qui vont critiquer, pourtant ils connaissent même pas ce que c'est que la sophro. Oui. Et en plus, ils veulent même pas connaître. J'en ai eu. J'ai eu des petites moqueries en me disant, enfin voilà, pour l'aspect vraiment personnel, c'est avec toutes les casseroles, les casseroles que tu traînes, toi, t'es qui pour pouvoir aider ou alors, enfin, avant d'accompagner, assure-toi que tu sois bien au clair avec tes problèmes. Mais voilà, c'est des personnes qui ne savent pas ce qu'est la sophrologie en soi et l'assimilent à des fois des techniques de psychologie, etc. Enfin voilà, à la psychanalyse ou à la psychologie, alors que c'est autre chose que ça. Mais effectivement, d'avoir un entourage qui ne nous encourage pas, ça peut être un élément de voilà. Mais je me suis pas formalisée sur ce genre de choses. Sur l'absence de certaines personnes, je me suis pas formalisée. Je me suis concentrée sur les personnes qui me poussait à aller de l'avant et qui était fière de moi parce que ça fait du bien aussi. Hein. Des fois, on dit qu'on n'a pas besoin des autres, mais si, c'est important d'avoir l'accompagnement et d'avoir un entourage qui soit là pour nous pousser à aller parce que voilà, sans ça, je me suis écoutée, mais j'avais aussi besoin d'avoir de la gratification et d'avoir des personnes qui soient là pour moi. Donc, sur ça, j'ai eu quand même un petit peu de chance. Je me plains pas. Et bon, si on met de côté tous ceux ne connaissent pas la sophrologie et qui la critiquent, si tu tombes sur une personne qui aimerait en connaître un peu plus Ouais. sur la sophrologie et qui, voilà, au jour d'aujourd'hui, ne sait pas les bienfaits, ce que ça apporte, comment tu le présentes à quelqu'un qui n'y connaît rien, si on peut dire ça comme ça? Oui, c'est ça. Bon, déjà, j'essaie de définir le plus simplement possible, même si effectivement la définition en elle-même, elle n'est pas si simple que ça. Faut pas non plus tomber dans la vulgarisation, mais c'est important aussi de. Alors souvent, je dis que je suis pas une sorcière. Euh, que, qu'il n'y a rien de magique. Il n'y a pas de massage parce que souvent, quand on me dit là, souvent, pour plaisanter, mais tu vas me sophrologer et on faisait ça et on sous-entendait que j'allais masser. Voilà, je ne touche personne, c'est ma voix qui guide et j'explique. Bon, des fois, je vulgarise un petit peu, mais sans tomber dans le gros cliché voilà, de la sophrologie ou du développement personnel, du bien-être, etc., qui est souvent qui est très tendance en ce moment. Donc forcément, faut éviter de tomber dans cette vulgarisation tout en expliquant qu'il y a quelque chose de très puissant dans la sophrologie. J'explique qu'elle permet vraiment d'améliorer au fur et à mesure, de manière progressive au fil des entraînements de sophro, elle permet d'améliorer notre qualité de vie et d'existence. Alors ça aussi, des fois on me dit qu'est-ce que ça veut tout et rien dire, mais qu'en gros, elle permet de renforcer et d'améliorer notre qualité de vie. Et donc je donne des exemples.
dans le milieu sportif. Elle permet aussi voilà, de renforcer des capacités. Les rugbyman l'utilisent hein, souvent pour la gagne. Elle permet d'améliorer le sommeil. Elle permet d'accompagner les personnes souffrant de maladies chroniques. Moi-même, en faisant partie, hein, j'ai des douleurs symptomatiques liées à des antécédents comment dire, voilà, j'ai des névralgies, énormément de névralgies, j'ai des douleurs fantômes, enfin de spondylarthrite ankylosante dont je ne suis pas porteuse, du gène, mais j'ai des douleurs symptomatiques puisque ma famille voilà, on a hérité, etc. Elle permet en fait d'améliorer une pathologie, elle permet d'améliorer, comme je disais tout à l'heure, le sommeil. Donc, je donne des exemples. Je donne des exemples assez concrets pour éviter de définir telle quelle la sophrologie parce que c'est pas le but. Mon but c'est pas de faire un cours de sophro et de faire de faire un cours de sophro avec l'étymologie. C'est important pour celui qui a envie d'aller plus loin, mais elle permet d'améliorer sa qualité de vie en fait. Voilà. D'accord. C'est ce que j'aime expliquer. Belle C'est ce conclusion. que j'ai retenu. Pardon, Valentin? Je disais que c'était une belle conclusion de ce qu'elle avait dit sur le fait que la sophrologie en fait améliore tout simplement ton existence en fait. Je Oui. trouve que c'est une belle phrase de fin. Et Dans cette question. je suis le témoin vivant pour ceux qui me connaissent bien et qui ont connu, qui connaissent ma vie et je suis le témoin vivant que la sophrologie, elle permet, ben, c'est pas le monde des bisounours, mais elle permet d'encaisser des choses autrement, de voir autrement et d'adapter, en fait, d'avoir une nouvelle attitude un peu plus, d'adapter une nouvelle attitude face à notre existence, en fait, de manière plus positive et plus riche. Voilà. Elle permet d'avoir un changement de perspective. Oui, exactement. Un changement de perspective. Ça, c'est bien ça. Du coup, ok, la sophrologie permet d'améliorer la qualité de vie par plusieurs moyens et tout. Tout à l'heure, quand tu parlais, tu as dit, il y a des gens qui t'ont envoyé un peu des petites piques en disant, tu devrais déjà traiter tes casseroles avant de prétendre aider les autres. Est-ce que, bon, toi, tu penses que tu en es où par rapport à ce parcours-là, de développement personnel et tout? On a tous Euh, des casseroles et on en aura toute notre vie. Donc, à un moment donné, enfin, c'est, il y a des choses qui ont bougé, il y a des choses et je sais que je vois pas en quoi, enfin, traiter mes casseroles avant pour me prétendre assez juste et assez légitime de faire la sophro va faire de moi une meilleure sophrologue. Enfin, je comprends pas ce genre. Après, je peux l'entendre. Je peux l'entendre parce que je sais, je suis désolée, j'ai cette image-là du salon de coiffure, du coiffeur, et voilà, on n'a pas envie forcément on n'a pas forcément confiance en une personne qui soit mal coiffée, etc. Et donc là, c'est pareil, on peut avoir cette image-là de la sophrologie où en gros, je dois être irréprochable. Voilà. La sophrologie est rentrée dans ma vie, j'ai plus le droit de me mettre en colère, j'ai plus le droit et je dois faire abstraction des casseroles, etc. Mais moi après de mon côté, je continue, hein, je fais de la sophro pour moi, je me fais accompagner et quand je suis dans mon rôle, en fait, je suis Susan, mais je suis aussi sophrologue et mon métier de sophrologue ne me définit pas dans mon quotidien, ce qu'on appelle la quotidienneté en sophrologie, c'est la valeur qu'on donne à sa vie et à son quotidien. C'est quand je suis dans mon rôle de sophrologue, dans ma posture de sophrologue, je suis sophrologue et mes casseroles, elles sont loin de moi en fait. Il n'y a pas, à un moment donné, je n'accueille pas la personne avec moi-même mes soucis. C'est mon histoire, ma réalité, certes, mais à un moment donné, je suis sophrologue, je suis Susan, mais je ne suis pas que sophrologue. Et donc, il faut aussi se reconnaître à tous nos états d'être et nos états d'âme et à notre vulnérabilité. À un moment donné, il n'y a rien c'est pas grave en fait. C'est même plutôt sain. Après, effectivement, je me suis fait accompagner à un moment donné de ma vie où mes casseroles prenaient un peu trop de place sur ma profession, enfin, au niveau de ma profession. Et à un moment donné, j'ai fait des choix. Donc, je me suis fait accompagner par
un hypnothérapeute, par des kinésiologues, etc. pour aller, parce que forcément, en étant sophrologue, il y a des choses qui remontent, des choses qui ressortent, et c'est justement là, c'est justement sain d'aller pointer du doigt ces choses-là et ces casseroles-là pour aller s'en libérer quelque part. Et ça fait partie de notre histoire. Et merci mes casseroles en fait. Merci mes casseroles parce que j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Voilà. Ça fait partie de ton histoire. C'est normal. Exactement. Mm. Et comme tu l'as dit, ta vie de sophrologue, mais tu es aussi Susan. C'est vrai qu'on a tendance à croire parce qu'on est médecin, parce qu'on est sophrologue ou thérapeute, tout va bien, Oui. on est toujours calme, il n'y a aucun problème, alors qu'on reste tous humains et c'est important Je de le dirais garder. même plus que je me mets encore plus en colère qu'avant parce que du coup, voilà, il y a des limites. Vous voyez, quand je me dis je me mets en colère, c'est-à-dire que je verbalise beaucoup plus et je dis les choses beaucoup plus et je n'encaisse pas parce qu'on a cette tendance à prendre. Et la sophrologie m'a permis aussi de savoir poser un cadre, poser des limites dans mon quotidien, à poser des limites, à dire non quand c'était non. Et alors, c'est un exercice de tous les jours. Je dis pas que je suis. Encore aujourd'hui, il y a des épreuves de vie qui font que on dit pas. Le cadre, on le pose pas toujours. On pousse à bout, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la sophro aussi, dans mon quotidien, c'est un art de vivre. C'est aussi un accompagnement, mais à un moment donné, ça devient aussi une philosophie de vie. Une fois qu'elle est rentrée dans nos vies, elle permet de poser des limites et de savoir aussi dire non quand il faut dire non. Voilà. Effectivement, il y a quelque chose qui m'a surtout marqué quand tu as parlé tout à l'heure. Tu as dit, quand je prends ma posture de thérapeute, je suis thérapeute, mais je suis aussi Susan. Et puis que, en plus, on a déjà eu à participer à tes interventions. Et oui, c'est assez remarquable. Quand tu es thérapeute, non, Merci de le Susan, la dire. thérapeute. Là, pour le coup, c'est pas, ça dit que ce côté vulnérable, autant tu peux être vulnérable en tant que Susan, mais en tant que thérapeute, c'est autre chose. Là, le pic de confiance, il monte à ouf et tout. Voilà, c'est vraiment dans ton élément. Et c'est quelque chose qui a attiré mon attention. Je me disais, ça, c'est très pertinent, mais ça, il faut le voir, tu vois. Il faut le voir pour s'en rendre compte. C'est pas le même état d'esprit. Il y a un autre point que tu as abordé qui, je pense, on n'a pas entendu beaucoup ça. On n'a pas beaucoup entendu ça au cours des interviews. C'est le mot vulnérabilité. Mm. C'est que, tu sais, par moment, on dit confiance en soi, estime de soi. On parle bien des mots, mais on parle de ces mots en regardant toujours vers la partie supérieure. Il faut plus de confiance. Mais on voit jamais que peut-être la confiance en soi, ça vient déjà par le fait d'accepter sa vulnérabilité. La partie inférieure. Parce que quelque part, quand tu n'as pas confiance, peut-être c'est parce que tu n'acceptes pas tes insécurités. Exactement. Oui. Et Oui, pardon. comment tu as fait du coup pour pallier ce challenge-là au niveau de la vulnérabilité? Tu faisais quoi comme exercice? Ben, oui, c'est d'aller. Déjà, c'est un exercice aussi parce que c'est au niveau de la comparaison et donc il faut aussi. On a tendance à se comparer en permanence et la vulnérabilité. Moi, je me sentais vulnérable en allant me comparer au plus. Je vais pas dire, c'est au plus fort, au meilleur. Et la vulnérabilité, moi, c'est aussi s'accepter, accepter tous ces états d'être. On l'évoque beaucoup en sophrologie, c'est les états d'être, les états d'âme, accepter qu'à un moment donné, ça puisse, c'est ok que ce soit pas ok en fait, de se dire, ben voilà, là je suis triste, là je suis en colère, là je suis malheureuse, mais je suis présente à moi, à mes ressentis, et c'est accepter qu'à un moment donné, ça puisse ne pas aller, et qu'à un moment donné, j'ai pas confiance parce que j'ai peur, c'est accepter ses peurs, c'est accepter, ben voilà, c'est accepter tout, d'aller vraiment à la rencontre de notre part d'ombre. Je pense que c'est important aussi, cette part d'ombre-là, et de l'accepter. Et alors oui, la sophrologie vient en faire ressortir tout l'aspect positif, euh, mais c'est aussi aller à la reconnexion, à la reconnaissance de ce qui ne va pas ou de ce qui pourrait être changé, être amélioré. Et c'est ça pour moi, la vulnérabilité, c'est
c'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais que d'avoir peur, c'est pas mauvais que d'un moment donné de sa vie de pas avoir confiance. Ça nous pousse aussi à nous remettre en question, en fait, se poser et à sortir de cette fameuse zone de confort aussi qu'on aime bien évoquer. Et oui, c'est ça, c'est avoir une attitude d'accueil et d'être un peu plus empathique envers soi parce que oui, la sophro, c'est sortir ressortir tout l'aspect positif, toutes les ressources positives, mais à un moment donné, il se peut qu'il y ait des choses négatives qui en ressortent. Et c'est OK. C'est OK qu'à un moment donné, ça n'aille pas. Et c'est même plutôt sain de l'extérioriser à un moment donné et de reconnaître tout ça. Mais oui, la vulnérabilité, pour moi, c'est quelque chose qui m'accompagne finalement et avec laquelle j'ai pas de soucis. Voilà. Ouais, c'est très évocateur. Il y a un mot-clé là que tu as cité, comparaison, Oui. avec le plus fort. Oui. Romain nous en avait déjà parlé un peu. Ouais, le site de tel, il est beau. Pourquoi c'est moi et pas l'autre, ainsi de suite. Et il disait justement que ne pas se comparer aux autres, c'était un peu la première étape en matière de légitimité. Tu as parlé aussi du côté empathique avec soi-même. Et j'ai trouvé ça très profond parce que je me reconnaissais aussi un peu dedans par le passé, tu vois. C'est que par moment, tu es très critique envers toi-même. Et je me rendais pas compte que le simple fait d'être très critique envers moi-même, c'est ça qui me rendait aussi très critique avec les autres. Ah, mais à partir du moment où j'ai commencé à me tolérer, entre guillemets, à être plus compassionnant, m'autoriser à faire des erreurs et tout, ben, je devenais plus tolérant envers les autres. Et du coup, voilà, j'avais pas besoin d'être au top pour me sentir à l'aise. Mais ça commençait toujours par rapport à mon rapport avec moi-même. Dans ce côté empathique avec soi-même et tout, accepter la réalité, c'est des choses qui sont très faciles à dire, mais le faire, c'est Oui. autre chose. C'est Voilà, être plus doux, plus bienveillant. Après, moi, c'est un apprentissage avec la sophrologie, donc je suis formée au premier cycle de la sophrologie caïcédienne, mais je me suis spécialisée aussi dans la communication non violente. Avec un mix de la communication non violente et de la sophrologie. Et ça aide, ça accompagne énormément à être un petit peu plus doux, à mieux communiquer avec soi et enfin, vous avez vécu, hein, je vous avais parlé des séances hein, de sophrologie, d'estime de soi et d'amour. Alors pas d'amour, comme j'aime souvent le dire, pas d'amour narcissique, mais de l'amour bienveillant et être un peu plus empathique, un peu plus doux avec soi et mieux communiquer avec soi parce que du coup, ça aura un impact sur la relation qu'on aura, la qualité de la relation déjà avec soi, mais avec les autres. Et ça, c'est important. C'est d'abord avec soi, d'abord pour soi. C'est avant de, effectivement, on parlait de régler les problèmes avec, je sais pas, un problème de relation, enfin, un problème relationnel avec une personne. C'est d'abord à soi. Il faut se poser les questions pour soi. Est-ce que ce que je veux, ce que je ne veux plus, ce qui est bon pour moi, est-ce que au niveau de la confiance, qu'est-ce qui a été touché, cette fameuse vulnérabilité, c'est nos peurs, nos colères, etc. Euh, voilà. Pour moi, c'est important d'abord d'être au clair déjà avec ça, avec soi, et pour après mieux vivre avec les autres. c'est bien ça c'est bien ça. Ok, tu as parlé de certaines choses, je pense qu'on va revenir là-dessus plus tard. Tu as parlé de communication non violente et tout. On reviendra à ça plus tard. Je propose qu'on passe à la deuxième section, si on peut dire ça. Comment s'est passée ton installation en fait? C'est quoi que tu as rencontré comme difficulté au moment pour développer ton activité? La première difficulté, ça a été de savoir où est-ce que j'allais faire mon activité, où est-ce que j'allais recevoir. Donc j'ai commencé dans un petit studio de mon d'un de mes appartements que j'avais aménagé. Euh, et la deuxième difficulté, ça a été le Covid. Voilà, ça a été le confinement parce que je me suis installée en janvier 2019.
janvier 2020, pardon. Et on a été confinés au mois de mars. Donc là, c'est venu mettre à l'arrêt tous mes projets, de savoir comment est-ce que j'allais pouvoir continuer mon activité. Donc j'ai mis en place des sessions par Skype en visio. Ça a été ça. Mais après, c'était savoir est-ce que je continue chez moi, mais je voulais aussi être visible dans un centre de bien-être dans lequel je suis aujourd'hui. Mais ça a traîné du coup. Ça a été plus compliqué ça a pris du temps en fait. Donc là, c'est des événements extérieurs qui ont fait que les choses ont un peu traîné. Et mais la difficulté, ça a été de se faire connaître, effectivement. Donc, les réseaux sociaux aident. Du coup, vous m'avez, on s'est rencontrés, mais après, ma difficulté, ça a été mon incapacité à aller vers les autres. Étant donné qu'on était confinés, ça a été plus problématique. Et le fait d'avoir un petit peu plus de mal à aller vers les autres comme ça, euh, est-ce que ça pourrait être un problème de légitimité que tu aurais pu avoir par rapport à ça? Oui, oui, et vous le savez. Et oui, ça a été clairement un problème de légitimité. La peur qu'on me ferme des portes et qu'on m'envoie balader en me disant, mais de quoi vous me parlez avec votre technique, votre sophrologie. Et puis cette crainte de ne pas être suffisamment professionnelle, suffisamment compétente. Et donc, c'est ce qui me bloque encore aujourd'hui, clairement. Euh, je reste derrière mon écran. Je fais quelques petites vidéos, ce genre de choses, mais d'aller au contact et d'aller sur le terrain, c'est encore pour moi un peu compliqué. Et c'est lié à la légitimité et c'est cette peur que ça vienne réveiller en moi ce problème de confiance en me disant que je ne suis pas à la hauteur et que si on me ferme la porte, c'est parce que je ne suis pas assez compétente. Tout à fait, tout à fait. C'est quelque chose c'est très connu, hein, le syndrome de l'imposteur. Voilà. C'est pas que pour toi, hein, je peux te dire que nous tous sommes là. Si on lui a donné un nom, c'est pour dire que beaucoup de personnes l'expérimentent. Voilà, c'est que cette sensation-là que voilà, il faut des diplômes il faut être hyper diplômé pour compenser, qu'il y a toujours un next step qu'on n'a pas encore fait et qu'il faut attendre d'avoir fait ce step-là pour se sentir à la hauteur, alors que de par notre histoire, simplement, on est déjà compétent. Le simple fait d'avoir déjà un parcours personnel assez riche, avec beaucoup d'expérience et du coup d'être capable de d'être empathique vis-à-vis de l'autre, c'est déjà un début. Mais nous, c'est jamais assez. Tu as parlé tout à l'heure de la visio par rapport au Oui. Covid. C'est quoi ta pensée par rapport à la visio, au fait de faire de la sophrologie à distance et tout et tout? Parce Alors, que, pour moi, c'est efficace, mais je peux entendre que ce soit compliqué pour des personnes qui n'en ont jamais fait. Après, j'accompagne, moi, des personnes en visio. Mais j'ai fait face à des personnes qui trouvaient forcément ma voix trop métallique, entre guillemets, et qui avaient besoin d'avoir ce contact en face à face. Donc, mais comme mon outil, c'est ma voix, que c'est ma voix qui guide et que la personne a simplement besoin de fermer les yeux et de m'écouter, entre guillemets, enfin d'écouter oui, écouter le discours du protocole, il n'y a pas. Pour moi, c'est efficace parce que il y a un échange quand même. Il y a une qualité, il y a une qualité d'écoute. C'est-à-dire que je reste bien présente à ce que la personne a à me dire, enfin voilà, par rapport à sa problématique et que le seul souci, ça va être peut-être des problèmes de connexion. Après, j'accompagne aussi des enfants et en visio, moi, je suis pas encore très à l'aise avec ça, vous le savez, parce que déjà, il y a des jeux.
C'est à travers le jeu, c'est à travers le souffle. Voilà, il y a des jouets pour créer le lien, l'interaction et pour la symbolique, etc. Pour moi, il y a besoin d'avoir le contact avec les enfants. Voilà. Mais après, le reste, moi, je suis plutôt ouverte, même si je préfère la qualité du présentiel, la qualité de l'échange, de la relation. Mais elle existe. L'alliance se fait sans problème. Tu as parlé de pas mal de typologies de clientèle. Qu'est-ce qui ressort le plus aujourd'hui dans tes accompagnements? Est-ce que c'est les adultes? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est les sportifs? Est-ce que tu as une clientèle, je dirais, plutôt cible que tu accompagnes? Oui, alors aujourd'hui, ce sont majoritairement des adultes qui ont des soucis d'angoisse et de stress chronique qui ont un impact du coup sur leur santé, sur leur physio, enfin leur santé avec des problèmes d'hypertension, des problèmes de cœur qui s'emballe, ce genre de choses, des problèmes de respiration, problèmes de sommeil liés au stress, des gros problèmes d'insomnie. Oui, c'est majoritairement des personnes qui font face à un stress bien installé, bien chronique, et après des diverses comment dirais-je, ont été voir des spécialistes, diverses rencontres avec des spécialistes, des médecins ou autres, ont été conseillés par leur médecin, par exemple, pour faire de la sophrologie, puisque les analyses de sang, enfin, tout semble aller bien, mais ils sentent bien qu'il y a un malaise et un mal-être corporel, physique, et du coup, qui a un impact aussi sur l'aspect mental. C'est souvent ces personnes-là que j'accompagne. Et parfois aussi par curiosité d'aller découvrir ce qu'apporte la sophrologie dans la relaxation. C'est vraiment au début, même si la sophrologie, c'est bien plus que de la relaxation et du bien-être, c'est bien plus puissant que ça, mais la base, c'est d'apprendre à se relaxer. Et donc, les personnes viennent rechercher ça. C'est des outils pour apprendre à mieux respirer et à relaxer le corps et l'esprit. Tu as parlé de stress chronique. C'est un mot que moi j'entends tout le temps, mais chaque fois que j'entends stress, déjà, ça sonne dans stress, je vois un peu beaucoup trop de choses. C'est pas clair. Et quand j'entends encore stress chronique, je dis, qu'est-ce qui rend le stress chronique, tu vois? Est-ce que tu as un exemple concret? À quel moment est-ce que qu'est-ce qui rend le côté chronique du stress? Le stress en soi, il n'est pas mauvais. Le stress, il est là pour nous mettre en alerte sur un potentiel danger. Je prends l'exemple d'une personne qui va traverser la rue et une voiture qui arrive à vive allure. À un moment donné, le stress, il nous pousse à l'action. Il nous pousse à agir face à un danger. Là où il est dangereux, c'est quand il s'installe et qu'il envahit notre état d'être en permanence et où le moindre événement extérieur est source de stress, ce qui fait que du coup, il va y avoir des contractions musculaires, il va y avoir des angoisses qui vont arriver, là, et ce qui va provoquer des douleurs. Et c'est là où j'évoque le stress chronique, c'est que le stress est installé en permanence. Il est là, il nous poursuit et il est installé là en nous comme quelque chose qui nous définissait quelque part, où tout est stress en fait. La moindre chose, la moindre situation, là où peut-être que ce serait pas du tout stressant pour quelqu'un d'autre avec qui c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais le stress en soi n'est pas mauvais quand il est là pour nous alerter. C'est comme la colère, c'est comme une émotion finalement. Il est là pour nous pousser à agir et à nous mettre, c'est un signal en fait. Mais là où il est dangereux, c'est quand il s'installe et qu'il vient impacter notre état et notre corps. Je ne sais pas si j'ai été claire ou si c'est assez. J'ai vu. En fait, quand tu expliquais, ce que j'ai retenu, c'est que le stress chronique ressemble un peu aux gens qui ont des troubles de l'anxiété. Euh,
Et j'ai appris récemment d'ailleurs, grâce au sophrologue, qu'il y a une différence entre anxiété et angoisse, Oui. et que l'angoisse était plus ponctuelle et que l'anxiété c'était quelque chose d'assez constant, et que ces gens qui ont des troubles de l'anxiété le plus souvent, voilà, ils peuvent surréagir, voilà, par rapport à la moyenne des personnes et dans pas mal de contextes. Donc, quand tu es stress chronique, ce côté d'installation Oui. constante, c'est ça qui rend, voilà. Donc, j'ai bien saisi que c'est le côté constance qui rendait, qui apportait l'aspect chronique des choses. OK. Merci. Euh, j'aimerais un peu revenir sur l'aspect communication non violente. Oui. Tu as dit que c'est là-dessus que tu t'es spécialisé. Quel est le profil des personnes que tu accompagnes au niveau de la CNV du coup? Des hypersensibles, des personnes qui ont voilà, des soucis par rapport à leur image d'eux-mêmes, leur confiance. Et donc souvent, on s'aperçoit, la personne s'aperçoit elle a une hypersensibilité par rapport à ça et qu'elle est enfin oui, c'est souvent ça. Par rapport à la communication, j'essaie de me remémorer au niveau de mes protocoles, etc. Les personnes que j'accompagne, c'est des personnes qui ont des soucis à communiquer, à bien communiquer avec eux-mêmes, qui ont une mauvaise relation déjà à eux-mêmes et ayant un impact sur le reste de leur environnement, les autres et le monde en fait, et les bloquant à aller de l'avant. En fait, ça vient. Et donc la CNV, alors c'est la méthode de Jacques Salomé pour ceux qui connaissent. C'est la méthode ESPER de Jacques Salomé, en complément avec la sophrologie. On travaille aussi sur la libération des 5 blessures de Lise Bourbeau, beaucoup connaissent aussi. Et en fait, c'est voilà, c'est des personnes que j'accompagne, c'est des personnes qui sont très créatives, qui ont un potentiel. On a tous un potentiel, hein, c'est pas ça que je dis, mais en gros, enfin, c'est des personnes qui ont un moment, qui traversent un moment compliqué et qui ont envie d'améliorer leur qualité de vie par rapport à des projets qu'ils peuvent avoir, par rapport à une relation aussi avec quelqu'un d'autre, dans le couple, dans la relation à la famille, à la parentalité, avec l'enfant, les enfants, etc. Et ce genre de profil, c'est pas forcément basé sur des douleurs corporelles, mais c'est plutôt sur un aspect psychologique, on va dire, et symbolique, parce que je travaille beaucoup avec des objets, avec l'écharpe relationnelle, pour celles et ceux qui veulent regarder l'écharpe relationnelle de Jacques Salomé, pour peut-être aussi rompre un lien toxique, etc. C'est très symbolique. Ça paraît ça paraît ludique, mais c'est très puissant. Donc ça s'ouvre à beaucoup de monde. Mais souvent, c'est des personnes qui ont une émotivité et une hypersensibilité. Ok, ça c'est bien. J'ai retenu que c'est des personnes qui ont souvent qui ont un grand potentiel, qui sont très créatives et qui n'ont pas forcément une douleur à part entière, mais qui sont plus dans un problème de relation vis-à-vis d'elles-mêmes. Et donc, ça transparaît dans leur entourage vis-à-vis des autres et que grâce à la méthode de Jacques Salomé, tu peux venir toucher à des blessures. Tu as donné le nom des 5 blessures de Louise Barrault, si je prononce bien, et que c'est un peu grâce à ça qu'elles arrivaient à rompre les relations toxiques. Oui. D'un point de vue symbolique. Ok. Ça m'a fait penser à quelque chose de concret, c'est que justement, ce que je comprends, c'est que la sophrologie n'est pas seulement là pour les personnes qui ont des douleurs déjà très avancées, c'est-à-dire que pour ceux qui ne le savent pas, on vient de créer un petit groupe Facebook qui s'appelle les génies de la sophrologie. Et dans ce groupe, justement, on essaie d'articuler de façon concrète en quoi est-ce que la sophrologie peut aider monsieur tout le monde. Et notamment les gens qui veulent s'auto-réaliser tout le reste. Mais monsieur tout le monde n'a pas forcément des douleurs profondes. Non. Et je me rappelle, il y a une question à laquelle tu as répondu et ça m'a beaucoup marqué parce que tu as fait appel t'as parlé de cette communication non violente là, avec monsieur Jacques Salomé. C'était le cas de quelqu'un qui exprimait le fait que voilà, il n'était pas très bien vis-à-vis de son manager, il se sentait pas bien dans son boulot et que son manager il se sentait opprimé et en même temps, il savait pas trop comment est-ce qu'il devait exprimer ça à son manager.
Et là, tu as répondu en disant que justement, la sophrologie pouvait aider et en faisant mention de cette communication non violente. Là, tu vois, c'était quelque chose de très pertinent et je pense que beaucoup de personnes, sans être dans des situations de douleur chronique, se retrouvent dans ce cas. Oui, oui, parce que c'est pas forcément lié oui, à un stress, enfin, à des douleurs chroniques, à des douleurs corporelles, mais c'est aussi lié au relationnel et à des états d'être, des états d'âme émotionnels. Et c'est pas forcément lié au corps. C'est vrai que la sophrologie, elle unifie le corps, l'esprit. On est là pour retrouver un équilibre, mais on travaille aussi sur le relationnel et dans le milieu professionnel, dans l'intimité, dans la famille, le couple, avec les enfants, c'est de créer une qualité de relation. Voilà. C'est vraiment, c'est aussi ça. La sophrologie, enfin, ça ouvre, elle est assez, enfin, il y a des champs, enfin, le champ des possibles avec la sophrologie, il est immense. C'est-à-dire on accompagne les sportifs, on accompagne les personnes âgées, on accompagne les personnes avec, notamment en fin de vie, les femmes enceintes, mais c'est aussi de la sophrologie sociale et prophylactique, c'est-à-dire dans l'accompagnement pour une qualité de vie. Voilà. Bien. Valentin, tu avais un commentaire? Non, pas spécialement, mais tout à l'heure, en fait, tu as parlé que tu avais pendant une journée dans la semaine, tu étais en cabinet. Comment tu as fait pour trouver ce cabinet-là? Est-ce que tu cherchais juste un cabinet? Est-ce que tu as fait appel au cabinet pluridisciplinaire? Voilà. Comment tu l'as trouvé? Parce qu'il y a beaucoup de sophrologues qui, quand elles souhaitent s'installer, elles n'ont pas forcément une idée de comment le trouver. Est-ce Oui. que tu aurais quelques conseils à leur donner? Alors, moi, je fais un petit peu au feeling. Je suis pas forcément très organisée sur mes démarches, mais bon, je me fais confiance et ça marche plutôt bien. C'est que j'ai regardé sur Le Bon Coin. Je cherchais une location, euh, pas pour le mois, mais au moins une journée par semaine. Et je suis tombée sur ce cabinet pluridisciplinaire au centre Énovetre à la Beige où j'accompagne, enfin, où en fait, enfin, c'est un centre de bien-être regroupant des hypnothérapeutes, des réflexologues, des naturopathes. Et j'ai trouvé ça super parce qu'il y avait une belle cohésion d'équipe et un conseil, voilà, au sophrologue, c'est d'intégrer au début ce genre de centre. Déjà par rapport à la visibilité, mais c'est aussi pour créer le lien, le contact avec les autres thérapeutes, parce qu'il y a des psychologues aussi. Et en général, il y a des repas, des réunions qui sont organisées et qui permettent de se faire connaître. Voilà. Et puis, il y a le bouche à oreille, du coup, par rapport à ça, puisqu'on se conseille les unes, les uns avec les autres. Donc, c'est vraiment une très bonne idée que d'intégrer un centre pluridisciplinaire. Est-ce que tu as déjà eu... Oui, vas-y, je t'en prie. Non, non, oui, oui, je t'écoute. Euh, du coup, avec tes collègues dans ce centre-là, est-ce que parfois tu as des échanges comme ça de clients qui peuvent résoudre un problème, par exemple avec la naturopathie, mais cette personne-là te l'envoie pour essayer d'approfondir peut-être un problème, d'avoir une certaine complémentarité entre les deux vocations. Oui, mais c'est ça, c'est que on s'échange, c'est-à-dire que quand on a voilà un client, un patient qui évoque certains soucis, c'est-à-dire que c'est pas une compétence, une discipline, un métier qui va peut-être améliorer la qualité de vie ou la problématique de la personne. Donc effectivement, c'est très complémentaire. Et donc, effectivement, moi, j'accompagne des personnes qui vont voir euh, une naturopathe, mais en complément, elle vient travailler aussi avec moi sur la sophrologie pour travailler d'autres problématiques parce que en naturopathie est ressorti, enfin en séance avec le thérapeute, avec la naturopathe, est ressorti d'autres soucis. Hmm. Et donc, oui, effectivement, c'est un bel échange parce que du coup, c'est très complémentaire à chaque fois. Ok, nickel. Merci beaucoup pour cette réponse. Et petite question qu'on n'a pas posée juste avant.
et qu'on ne pose pas, qu'on n'a pas encore beaucoup posé, c'est comment tu as fait au début quand tu t'es installé pour gérer cette insécurité quand tu as quitté ton travail, de te dire voilà comment je vais gérer mon argent, l'insécurité en fait que tu peux avoir au niveau de l'argent qui rentre, parce qu'une fois que tu quittes ton emploi, t'as plus forcément l'argent qui tombe à la fin du mois à chaque fois, Mm. et c'est pas forcément facile de le gérer, surtout au début en fait, parce qu'on se pose beaucoup de questions de savoir Oui. si ça va marcher, si ça va être suffisant. Comment tu as fait toi pour gérer ça? Euh, je vais être honnête, ça n'a pas toujours été évident. Parce que pendant que je me formais, moi je continuais à travailler en parallèle. Hmm. J'étais en mi-temps et j'ai pu m'arranger pour continuer les formations. Puis au moment où j'ai senti que, enfin voilà, la validation de ma certification avançait et que là il fallait mettre le pied à l'étrier et que c'était ce métier-là que je voulais faire, j'ai démissionné et c'est venu impacter beaucoup de choses et il a fallu faire des choix sur ma façon, enfin voilà, ma consommation, ma façon de vivre et il y a eu des concessions, il y a eu beaucoup de concessions. Donc, je suis sortie clairement de ma zone de confort, mais quelque part, comment dirais-je, ça m'a poussée à changer des choses dans ma manière de vivre, de consommer. Euh, j'ai été aidée parce que j'avais la chance d'avoir la famille derrière pour m'accompagner, pour m'aider financièrement, mais c'est pas toujours évident. Clairement. C'est vrai qu'on est partagé entre le fait de vouloir en faire un métier à part entière à plein temps, mais la réalité financière voilà, les difficultés financières et la réalité font qu'à un moment donné, on se sent obligé de travailler à côté en faisant autre chose, rien à voir avec notre métier. Alors que tout ce qu'on souhaiterait, c'est qu'effectivement, vous l'évoquiez la dernière fois aussi en interview, c'est qu'à un moment donné, pour pouvoir en vivre pleinement, il faut se lancer à 100% dans la sophro. Et, et là, c'est compliqué parce que moi, je travaille, je fais autre chose à côté. Aujourd'hui, je fais autre chose à côté, mais mon souhait, c'est que je souhaite, voilà, vraiment, je souhaite au plus profond de moi, je me le souhaite, c'est d'en faire mon métier à plein temps. Voilà. Et c'est pas, c'est pas chose facile, hein. C'est que derrière, il faut avoir une sécurité financière, clairement, en amont. Et, voilà, il y a, il y a beaucoup de questionnements et ça provoque, enfin voilà, étonnamment, hein, ça c'est le compte de la sobrologue que je suis, c'est que j'ai été très stressée par ça. Voilà. Ouais, c'est un peu normal, ça va de soi, ça va de soi, et quelque part, ça fait partie de l'un des blocages qu'on a tout de suite constaté, tu vois. Oui, C'était quelque chose qui revenait régulièrement, c'est que il y avait le parcours sophologue qui était toujours en parallèle avec un parcours à mi-temps, un job à mi-temps et tout. Et du coup, voilà, le cœur balance. Tantôt on est sur la sophro et puis on peut pas trop rester sur la sophro. Après on revient c'est et ça. tout. Après on revient, mais du coup on a perdu l'élan, l'effet cumulé qu'on avait entamé. Et puis le temps passe, mais la sophro n'avance pas. Donc on est un peu sur deux chaises où rien n'avance et voilà. Mais effectivement, c'est assez délicat. C'est clair que c'est assez délicat et que quelque part, la seule solution serait d'avoir des clients rapidement. En tout cas, beaucoup plus, de pas trop tarder à en avoir régulièrement, d'être capable d'avoir une certaine pérennité au niveau du travail. Et c'est pour ça qu'on fait cette interview-là parce que Mm. c'est au final les écueils du métier les erreurs qu'on commet qui nous font perdre du temps. Si très vite on se rend compte que c'est bien d'être proactif déjà, c'est déjà une première bonne Oui, chose. Voilà, parce que si on reste dans l'attente en se disant ben les gens vont venir, ben on perd des mois, alors que donc c'est un peu c'est un ensemble de choses, un ensemble de petites choses qui cumulées on fait en sorte que ça se passe plus ou moins bien. Je pense pas que ce soit facile, même quand on se lance à plein temps. Je pense qu'il y a tout de l'intensité. Est-ce que les gens sont prêts à rogner? Du coup, tu as parlé de concessions, mais les concessions, c'est pas seulement sur l'aspect suivi, mais c'est aussi sur l'aspect intensité de travail. Est-ce que si je le oui. mets à temps plein,
est-ce que je suis prêt à mettre en place le volume de travail qu'il faut, que ce soit dans la proactivité, dans la communication, dans le fait d'aller vers les maisons pluridisciplinaires, d'aller rencontrer des professionnels pour dire, les gars, je suis là, je suis sophrologue. Ben, tout ça, ça demande de l'énergie et ça demande de sortir de sa zone de confort et pas d'un peu, de beaucoup. Donc, c'est des questions en arrière-plan qu'on se pose pas forcément, mais qui font partie de la réalité. Mais ça vient, oui, ça vient bouleverser beaucoup de choses parce que déjà, dans un premier temps, pour celles et ceux qui se lancent, et enfin, comme moi, à un moment donné où j'ai démissionné, déjà, en démissionnant, je suis sortie de ma zone de confort. Ça faisait 6 ans que je travaillais dans la vente. On m'avait proposé un poste où je pouvais évoluer, etc. J'ai refusé parce que je savais que derrière, il y avait quelque chose d'autre qui m'attendait. Mais déjà, je suis sortie de ma zone de confort en démissionnant, en me disant, mais je vais faire de la sophro à plein temps et c'est ma vocation, c'est mon métier maintenant. Je suis sophrologue. Mais en même temps, après, il fallait que je ressorte de ma deuxième zone de confort en me disant, ah ouais, ok, t'es sophrologue, mais on va pas venir vers toi comme ça, quoi. Donc bon, j'ai communiqué autour de moi et il y a eu le bouche à oreille et il y a des personnes qui ont été agréablement surprises par la sophro. Donc j'accompagne des personnes régulièrement. Mais après c'est aussi entre guillemets j'aime pas dire ce terme-là, mais de fidéliser parce que c'est un suivi. Et souvent, voilà, souvent on teste une séance de sophro, ça a fait du bien sur le moment, mais c'est pas pour autant qu'on continue, parce que aussi la sophrologie en tant que client a un coût, elle n'est pas encore reconnue et pas toujours remboursée par les mutuelles. Et donc c'est ça aussi. Après, moi je travaille dans un centre de bien-être et de sport, mais qui a été fermé pour le confinement aussi, hein. Ça a pas aidé, hein, parce que du coup, déjà que c'est pas évident d'être auto-entrepreneur et voilà, d'avoir cette nouvelle démarche là de se faire connaître. Et en plus, ça c'est venu rajouter des difficultés. Mais déjà sans ça, moi je trouvais que entre guillemets, ça marchait bien pour moi. Je dis pas que ça a été, je n'en vis pas aujourd'hui, mais que je trouvais que sans oser aller à la rencontre, comme vous le savez, moi j'ai un peu un peu de mal à aller sur le terrain. J'avais déjà les personnes me faisaient déjà confiance, quoi. Donc ça a été un beau cadeau pour moi. Et dans ma posture de légitimité aussi de me dire, ok, je suis à ma place, ça se ressent en fait. Ça se ressent que je suis à ma place parce qu'on vient vers moi, donc c'est plutôt positif. Faut se faire confiance et laisser les autres aussi nous faire confiance. accepter ça aussi. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. Ok, je pense qu'on a un peu brossé pas mal de difficultés. J'ai retenu que fallait sortir sa zone de confort plusieurs fois. Pas Oui. une fois, plusieurs fois. Il fallait bien prendre conscience qu'on va avoir à faire un choix difficile entre la sophro et la suivi, je peux dire la sécurité financière, que c'est pas évident et que ça va nous amener à stresser, à nous poser les bonnes questions. J'ai retenu que justement, idéalement, il faut être proactif parce que sinon ça freine un peu et que à un moment donné, ça fait partie du métier. Dès qu'on est sophrologue, on devient entrepreneur. Mais ça, on s'en rend pas compte forcément. Voilà. Je pense pas qu'on en parle beaucoup à l'école, mais au début, je suis pas sophrologue, mais je pense qu'on met plus d'énergie au début à cause du côté entrepreneuriat de l'activité que du côté sophrologue, parce que déjà, si on a personne avec qui exercer, ben, c'est sûr que même notre sophologie, on ne peut pas exercer, non. Donc déjà, d'avoir conscience de ça. Et puis, le reste viendra. Bon, le Covid, c'est un cas particulier qui touche tout le monde. C'est pas que les sophrologues. Voilà, c'est venu, oui. C'est venu Voilà. impacter. Voilà. Et donc, ça touche tout le monde. Par contre, c'est pas parce qu'il y a le Covid qu'il y a moins de personnes qui ont besoin de la sophrologie. Au contraire. C'est ça. Donc, c'est ça le paradoxe. C'est que c'est peut-être les canaux de communication qui changent. Et c'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure de la visio. La visio. Voilà. J'ai posé la question parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes, qui veulent vraiment avoir le côté physique de la sophro. Et nous, on aime bien dire, c'est quoi le moins de mal?
Si en face, il y a des gens qui ont besoin, entre ne pas s'occuper d'eux et s'occuper d'eux par visio, c'est quoi le moins de mal? Mais bon, chacun fait son choix, chacun a sa philosophie là-dessus. J'aurais proposé, du coup, qu'on passe à la dernière étape. Oui. Toi, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais, avec tout ce que tu nous as dit là, à la nouvelle, si toi, tu devais recommencer en tant que nouvelle Susan, voilà, super Susan, voilà, qui fait pas d'erreur, qui, Ce serait oser plus, oser plus, me faire plus confiance parce que bon, je me suis fait confiance et je me remercie déjà de là où j'en suis aujourd'hui. Mais c'est oui, d'oser plus et être parce que bon, il y a une forme de timidité aussi hein, que j'ai, de pudeur et oser plus et oser aussi me prendre des vestes quoi, enfin de me prendre à un moment donné, de me dire bah non là ça m'intéresse pas, au revoir. Mais voilà, oser. Oui, c'est vraiment oser plus parce que c'est vraiment ça moi qui me bloque aujourd'hui, mais et me faire encore plus confiance et être encore plus douce avec moi-même, un peu plus et encore plus bienveillante parce que souvent c'est ça qui c'est là où le bas blesse, c'est que souvent non seulement enfin, on peut se plaindre des personnes qui sont dures envers nous-mêmes, mais les premières personnes, enfin, c'est nous-mêmes déjà, c'est soi. On est intransigeant, on n'est pas toujours bienveillant et on se fait pas on se fait pas de cadeaux quoi. Donc c'est de s'autoriser à être, s'autoriser à un échec et de dire que ça ira mieux après, que ça ira mieux. Voilà, c'est vraiment ce que je pourrais retenir oui, de la nouvelle Susan si elle devait reprendre, c'est ouais, oser et pas avoir peur. Voilà. Génial. Génial, génial. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter peut-être, Robin, sur ce que Susan vient de dire? euh, j'ai juste une petite chose, elle a dit ça, c'était très évocateur. Euh, C'était par rapport au rejet. Parce qu'en fait, quand on n'a pas une grande estime de soi, quand on a peur, en fait, quand on n'ose pas, c'est parce qu'on a peur de se faire rejeter. On a peur qu'on nous dise non. Et quand on nous dise non, ça réveille quelque chose en nous. Ça vient toucher l'image qu'on a, nous, notre image. Parce qu'on a une image rattachée. C'est notre image, on est bien, voilà, donc, c'est tout le contraire. Moi, j'ai dit que plus on se fait rejeter, mieux c'est. D'accord. Mais c'est pas facile à accepter. C'est-à-dire que notre activité est directement calquée sur le volume de rejet qu'on a. Mais ça demande d'être capable d'être béton, mais c'est pas, ça se vérifie. Par contre, ça suppose déjà qu'on arrive à monter en compétence pour que on puisse amortir les rejets. Et c'est pour ça que l'exercice que Susan faisait était très bien sur l'estime de soi, l'amour de soi. Mais une chose, c'est que c'est pas en fuyant le rejet qu'on avance. Au contraire, on ralentit, mais on s'en rend pas compte. Parce qu'il y aura tous des gens qui vont rejeter, qui vont se faire rejeter. On peut rencontrer 10 personnes, il y en a au moins toujours 4 qui vont dire, ouais, ce que tu fais, c'est de la merde, ça sert à rien et tout. Mais ça fait partie du processus. Et c'est pas que pour les sophrologues, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, Valentin, tu penses que tu en sais quelque chose, moi aussi j'en sais quelque chose. Donc, on se fait tous rejeter et c'est d'autant plus blessant quand on débute. Oui, c'est d'autant plus blessant quand on débute et quand on est convaincu par l'efficacité d'une technique, qu'elle soit, que ce soit la sophrologie ou autre, hein, mais d'être convaincu que que ça fonctionne et que ça fasse et que ça pourrait améliorer quelque chose. Et on vient toucher du doigt aussi par le rejet. Les personnes viennent toucher du doigt des blessures qui sont enfouies chez nous et suis-je digne d'être aimée, d'être acceptée telle que je suis. Enfin, ça vient percuter des choses des fois, des blessures qui n'ont pas été forcément guéries et soignées, quoi. Voilà. C'est pour ça que en réalité, le parcours d'entrepreneur, c'est aussi un parcours de guérison. En tout Oui, cas, ça l'a été pour moi. exact. Parce que c'est impossible d'avancer si on ne soigne pas ce qui est caché en bas. Toutes les insécurités, elles ressortent en surface et
Valentin disait à des fois, t'as pas d'autre choix, tu dois être traité avant d'avancer. C'est pas, je dis bien tu dois, c'est pas que tu peux, bien que tu pourrais. C'est si tu les traites pas, t'avances pas. Parce qu'elles vont toujours être là à te freiner. Ça te pousse, en fait, Et, Vas-y, Aubin. vas-y. Je veux juste compléter en disant que la vie d'entrepreneur est liée à sa vie personnelle et que, qu'on le veuille ou non, ça nous pousse dans les retranchements, nos retranchements et toutes les blessures émotionnelles et toutes les améliorations qu'on doit faire en développement personnel sur soi. Mhm. Si on les fait pas, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas aller plus loin en fait. Et vous avez parlé aussi d'échecs tout à l'heure. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que si on fait pas d'échecs, on ne peut pas comprendre nos erreurs et on ne peut pas avancer. Et plus on a d'échecs, plus on peut avancer loin en fait. Et il y a quelqu'un une fois qui a demandé à une autre personne comment est-ce qu'on peut avancer plus vite. Eh bien, il me dit c'est simple, il te suffit de faire 2 fois plus d'erreurs. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Mais voilà, on a souvent, on essaie souvent d'éviter l'échec, mais si on veut avancer, c'est pareil, c'est comme le développement personnel, c'est indispensable. Bon, je suis un peu, bon, disons que au niveau logique, c'est facile de comprendre ce raisonnement. Oui, tout à fait. Oui, Mais au c'est niveau émotionnel, c'est autre chose. C'est un peu comme quand on te dit qu'il faut faire du sport. Tu sais que tu as besoin du sport, tu sais que c'est bien pour toi, mais quand tu pars émotionnellement, tu sais que le sport, c'est dur. Et du coup, tu hmm. le fais pas. Dans la dynamique qui se passe au niveau des émotions, c'est pas la même dynamique qui se passe au niveau du mental, au niveau logique. Oui, tout à Et, fait. et ça Autant pour pose, moi, c'est en fait cette étape-là de faire plus d'erreurs, c'est quand on a déjà en fait soigné certaines blessures émotionnelles et qu'on souhaite avancer. Donc autant pour moi, j'ai été un petit peu trop loin dans la réflexion. non, Oui, pas, ça se pas, vérifie. Ça se vérifie sur certains aspects, mais voilà, c'est Hmm. pas forcément sur tous les aspects. Mais il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte. ça, c'est bien. Ben, moi, j'ai plus rien à ajouter. Je trouve qu'on a balayé pas mal de points avec Susan. Je sais pas si Valentin, toi, t'avais d'autres choses, d'autres questions. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. J'ai Suivons. vu qu'il y avait quelqu'un, alors que je connais, qui avait une petite question, mais Oui, je l'ai je vu. pense que je la recontacterai. Je sais qui c'est. Au pire, si en mettant la vidéo en ligne, peut-être qu'elle pourra en commentaire poser sa question ou en message privé. Mais voilà, je voyais qu'il y avait quelqu'un. Pas de problème, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. J'attendais la question. En fait, j'ai vu, moi aussi, je l'ai vu. J'ai eu une petite question et j'attendais la question Oui, moi pour essayer de aussi, mais je l'ai l'intégrer. pas eu. Donc, ouais, je la recontacterai probablement et je sais Mais, qui oh, c'est. de toute façon, ce sera en ligne, ce sera publié Oui. comme les autres. Et puis, Voilà. voilà. Ben, sur ce, messieurs, mesdames, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous, les garçons. Salut. À bientôt. À bientôt. Ouais, bonne journée. Bonne journée. Salut.